2 milliards d'euros ont été investis dans l'usine de Cologne en Allemagne pour développer ce nouveau Ford Explorer qui, vous l'avez remarqué au premier coup d'œil, n'a absolument plus rien à voir avec son prédécesseur qui était beaucoup plus musclé, que j'avais pu aussi essayer. J'avais même fait du franchissement à Saint-Dié, c'était extraordinaire. Avec celui-ci, je vais peut-être éviter. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai donc, vous l'aurez compris, du tout nouveau Ford Explorer 2025 qu'on aura attendu beaucoup trop peut-être. Celui-ci est disponible en 6 teintes, notamment ce Lucid Red, 2 finitions, standard et premium, et puis 2 batteries pour 2 autonomies différentes, en propulsion ou en 4x4. Et je vous propose tout de suite qu'on s'attaque au design. C'est parti! Cet Explorer mesure 1,63 m de haut, 4,46 m de long pour 2,06 m de large. Et enfin, son diamètre de braquage n'est que de 9,70 m. Autant vous dire qu'il braque super bien. Et on démarre maintenant avec la face avant. C'est parti! J'avais oublié l'empattement, 2,76 m. Je rappelle que cette couleur, donc, c'est Lucid Red. Sous le capot, vous n'avez pas de frunk, donc pas la possibilité de mettre, par exemple, un câble ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, le nom du modèle, évidemment, en toutes lettres. Entre les lettres L et O, vous avez une caméra. Une face avant, je trouve, très verticale, sans entrée d'air sur la partie supérieure. Ça va se situer vraiment ici, avec également des capteurs. Ça va aussi vous permettre de faciliter les manœuvres de stationnement. Entrée d'air ici, donc des écopes latérales pour optimiser un petit peu le flux d'air. Et donc, vous le savez, pour ceux qui me suivent, la consommation du véhicule. C'est important sur ce modèle qui est entièrement électrique. On passe ensuite aux jantes de 19 pouces. Les pneus, c'est du Continental, 255, 55, 19. On poursuit avec des rétroviseurs rabattables électriquement qui intègrent une caméra juste ici pour un système donc à 360 degrés. Il y a également un autre dispositif intégré au sein des rétroviseurs pour la projection du logo, visible uniquement la nuit, bien entendu. Le toit est couleur carrosserie. Les poignées ne sont pas affleurantes, un petit peu dommage parce que ça permet aussi de réduire la consommation. Le vitrage est d'une façon traditionnelle surteinté. Vous avez ici une vitre de custode, en tout cas ce qui ressemble à une vitre de custode, puisqu'en fait ce sont comme des stickers qui viennent en fait jusqu'à l'arrière du véhicule. C'est plutôt joli, bon c'est une question esthétique, c'est pas à moi de juger voilà, si c'est vraiment beau ou pas, ça dépendra de vous, de chacun. Un flanc pas trop torturé, vraiment ici c'est ça assez sympa je dirais, quand on le regarde vraiment du côté. Et puis on arrive tout doucement à cette partie arrière, avec évidemment une lunette arrière qui est surteintée, assez verticale, on le verra un petit peu plus tard, malgré sa faible dimension, je trouve qu'on voit plutôt bien à l'arrière, évidemment les optiques ici à LED, on retrouve le nom du modèle, caméra, capteur. Qualité de la caméra de recul, on la verra aussi un tout petit peu plus tard, pas exceptionnelle. Il y a aussi un essuie-glace, c'est à mentionner puisque d'autres modèles ne l'ont pas. Sur le toit, vous allez pouvoir mettre une galerie jusqu'à 75 kg et en dessous, vous allez pouvoir tracter jusqu'à 750 kg en remorque non freinée et jusqu'à 1,2 tonne en remorque freinée. Et ici, à l'arrière droit, vous avez la prise de charge, que ce soit à domicile ou sur des bornes publiques, Ionity ou autres. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Lorsque l'on ouvre la portière, vous remarquez ici du plastique un petit peu moussé. Ici, ce sera pratiquement la même chose, avec évidemment une autre couleur. En partie basse, par contre, ce sera du plastique dur, mais bon, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus important. On va pouvoir ranger ici une bouteille, et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, c'est très vaste. Ça va en fait quasiment jusqu'au bout.
Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau du système sonore, ici, c'est un système audio classique, mais il est possible d'avoir le système BO, donc Bang & Olufsen avec 10 haut-parleurs, la commande des rétroviseurs, le verrouillage, et là, c'est une particularité, c'est qu'en fait, vous avez, bien entendu, le réglage des vitres, voilà, côté passager, conducteur à gauche, et en appuyant sur Rear, donc arrière, ce sera la vitre arrière à gauche et la vitre arrière droit. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis trompé, donc je pense qu'il faut prendre vraiment le pli. On va refermer les vitres arrière, voilà, on rappuie sur Rear et on ferme les vitres avant. Bon, franchement, ils auraient pu, je pense, en mettre deux d'une façon plus classique. Une chose est sûre, ça permet de se démarquer. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? À vous de voir. Ensuite, ici, je vais vous parler des sièges qui maintiennent plutôt bien. Ils sont électriques, comme vous pouvez le voir, avec même le réglage lombaire, mémorisable aussi sur deux profils de conducteurs. Ils sont également chauffants sur 3 niveaux. Le volant est également chauffant. Ici, vous avez donc la trappe pour ouvrir le capot. Ici, tout ce qui est lié au feu. Et ceux qui roulent en Volkswagen auront forcément reconnu ces commandes, puisque c'est exactement la même chose chez eux. Ensuite, ici, à gauche, vous avez le commodo lié aux essuie-glaces et également au clignotant. Le bruit du clignotant, agréable. Je vais tout de suite vous faire écouter les klaxons. Ça va. Ensuite, au niveau prise en main du volant, je trouve qu'ici, c'est assez épais. Bon, tout dépend évidemment de comment vous le tenez. Moi, j'ai l'habitude de le tenir comme ça ou comme ça. Alors, comme ça posera aucun souci. Comme ça, autant vous dire que ça va être un peu plus fatigant. Le volant, par ailleurs, il est réglable en hauteur et en profondeur. Les commandes situées sur la partie gauche, ce sera le volume, le régulateur de vitesse adaptatif. Du côté droit, ce sera commande vocale, le volant chauffant, on change de piste par exemple, on navigue dans les menus, et vraiment le retour, la sensation de ces commandes, je la trouve à titre personnel extrêmement désagréable. Mais bon, encore une fois, à vous de vous faire votre propre avis en essayant, par exemple, simplement en vous rendant chez un concessionnaire sans forcément essayer la voiture. Parce que par exemple, ici, vous voyez, bon, j'ai pas un pouce et j'ai pas des mains non plus qui sont gigantesques, hein, mais si on va vers le moins, eh bien, ça peut interférer avec la commande volume, même si la commande volume, on le verra dans un instant, elle est aussi déportée en dessous de l'écran, je trouve que c'est pas terrible. L'écran qu'on a au-dessus du volant, lui, il est parfaitement lisible, assez petit, mais pour autant, je trouve qu'il y a les informations principales. En haut à gauche, vous avez les aides à la conduite. Ici, lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, la vitesse au milieu, évidemment, le pourcentage de batterie avec l'autonomie en kilomètres. À droite, vous voyez que j'ai pas de ceinture, logique, la température, et enfin, à droite, sur cet écran, vous avez les modes D, B, N et R, donc drive. Le B, ça va permettre d'optimiser la récupération de l'énergie, à savoir qu'il n'y a pas de palette pour faire ça, ça sera soit D, soit B. Le neutre, et puis naturellement la marche arrière. Et sur le côté de ce commodo, vous avez le P pour le frein de parking. Et je vous propose maintenant qu'on passe au milieu, mais avant ça, dernière chose, il faut aussi savoir qu'il y a l'head-up display, donc l'affichage tête haute. Allez, on passe de l'autre côté. Et vous avez également un petit espace de rangement sous l'écran, avec un outil pour briser les vitres en cas de besoin. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'ici vous avez une poignée de maintien, il y en a 4 réparties donc au sein de l'habitacle. Pare-soleil avec un miroir et de LED, ça c'est vraiment cool aussi qu'il y en ait 2. Ce qu'il faut pour mettre une carte par exemple. Un miroir qui n'est pas sans bord, pour autant on voit plutôt bien, malgré la finesse, mais la verticalité, je dirais, de la lunette arrière. Je vais vous montrer aussi tout de suite la qualité des caméras de recul, ou de la caméra de recul. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on voit quand même relativement bien. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue grand angle.
Voilà, on se remet en paix. Si le tableau de bord devant nous faisait 5,3 pouces, cet écran tactile Sync Move fait 14,6 pouces. Avant de vous parler de tout ce qui est infodivertissement, sachez que vous avez la possibilité, assez simple quand on vous l'explique, de faire basculer cet écran. Vous appuyez ici, vous poussez simultanément, et voilà, vous découvrez ici un rangement assez discret. D'ailleurs, franchement, si on ne sait pas qu'il est là, on ne peut pas le deviner. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité de choisir un petit peu la luminosité, le mode sombre ou le mode clair. Moi, je vais rester en mode sombre. On va stopper le guidage. Oui, stopper le guidage, voilà. Et de l'autre côté, hop, ici, voilà, vous avez les dernières destinations, les favoris, mettre la clim tout de suite, climatiser immédiatement, c'est pas mal. L'audio, la tonalité, voilà. Bref, quelques petits raccourcis. La navigation en grand écran. Ensuite, vous avez ici donc le menu téléphone, quand il est relié en Bluetooth, chose que vous pouvez faire uniquement à l'arrêt. Radio, médias, c'est évident. Navigation, j'ai trouvé que l'écran était extrêmement réactif. Vous voyez par exemple ici, je dézoome, je zoome, je recentre. Destination, on va mettre par exemple, allez, Bruxelles. Hop. Ça, voilà. À savoir, ce qui est bien sur cette voiture, c'est que vous avez aussi le planificateur d'itinéraire, démarrage. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, ici, vous pouvez avoir les stations, les différentes stations présentes sur votre route avec différentes possibilités. Ça, je trouve vraiment que c'est super intéressant et important, évidemment. On valide, voilà. Ici, vous allez pouvoir vous arrêter de manger. Il y a des travaux pratiquement une fois arrivés. Vue en 2D, vue en 3D. Les différentes stations de charge sur votre parcours. Et là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités, vous voyez. Je ne vais pas dire que c'est vers l'infini, mais enfin bref, voilà. Ensuite, donc, destination, on l'a vu il y a un instant, avec des favoris aussi. La carte, les contacts, on s'en moque, c'est pas important. Réglage, donc là, on va pouvoir régler le planificateur avec l'autonomie qu'on veut à destination, l'autonomie à la halte de recharge. Voilà, on peut aussi optimiser automatiquement la recharge. Il y a le préconditionnement de l'habitacle et de la batterie. On revient à ce menu, donc avec menu véhicule. Donc là, on aura des informations sur le statut du véhicule. Et on peut aussi avoir, on va commencer par l'habitacle, voilà. L'affichage tête haute, on va pouvoir modifier sa position, par exemple, et sa luminosité. Moi, je vais mettre au max. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. On revient en avant, voilà. Le cockpit, on peut réinitialiser certaines données. L'éclairage d'ambiance, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est assez simple. Alors, extérieur ensuite, voilà, l'éclairage confort. Donc on peut par exemple laisser les feux allumés 10 secondes lorsque l'on quitte le véhicule. Rétroviseur, on va pouvoir par exemple abaisser celui de droite quand on enclenche la marche arrière pour avoir une meilleure vision, si c'est assez étroit par exemple. Les pneus, on peut paramétrer ou réinitialiser la pression des pneus. Je rappelle que idéalement on fait sa pression de pneus à froid. Et ensuite, voilà, feu de route automatique, le réglage des projecteurs. C'est assez complet. Statut, on l'a vu. Des données par rapport à la consommation, typiquement du véhicule. Depuis la dernière recharge, voilà, j'ai fait 50 km. Alors, ensuite, on revient à ce menu principal avec les applications mobiles, donc typiquement Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. L'aide au stationnement, j'en ai parlé déjà. Est-ce que ça va aussi fonctionner comme cela? On revient au menu. Le conditionnement, je vous en ai parlé aussi. La recharge, voilà, là on a vraiment une idée très précise du pourcentage de batterie restante et de l'autonomie qui sont également repris sur l'écran principal. On optimise, donc démarrer le chauffe-batterie, c'est assez drôle. Les lieux de recharge, donc on peut par exemple sur un trajet dire voilà, ici on recharge, on veut recharger au même endroit au retour par exemple. Et puis des réglages concernant par exemple batterie care mode, donc on optimise la durée de vie de la batterie. Idéalement, on la recharge entre 20 et 80%. La recharge bidirectionnelle, c'est comme du V2L.
Ça permet de recharger certains appareils jusqu'à X watts, dépendant du véhicule. Ça peut être une cafetière, une trottinette, un vélo électrique, ça c'est vraiment chouette aussi. Ensuite, bon voilà, on peut réduire aussi le courant de charge en courant alternatif ou déverrouiller la fiche. Bon, par contre là, il y a quelques petites erreurs de, même pas dire de traduction, mais de syntaxe. L'assistance au conducteur, ce sera les ADAS. Là, il y en a aussi beaucoup. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif. Bon, les caméras à 360, on les a vues. L'alerte d'angle mort dans les rétros. L'aide au stationnement avant-arrière, on l'a vu aussi. L'assistance au changement de voie et le maintien dans la voie. Au total, il y a 12 capteurs à ultrasons, 5 caméras et 3 capteurs radar. Donc, on a aussi une liste qu'on va pouvoir choisir. Par exemple, on peut enlever l'assistance d'angle mort ou le mode de conduite efficace. Ça, j'aime beaucoup, vraiment. Hop. Voilà, ça permet d'anticiper en conduisant, en affichant les recommandations. Ensuite, on revient à ce menu ici. Donc, les réglages du véhicule, évidemment. Bon, rien d'exceptionnel. 4 modes de conduite, éco, sport, normal et individuel. Et là, vous allez pouvoir choisir le comportement normal ou sportif du véhicule, la direction normale ou sportive, l'entraînement, donc globalement, je veux dire la réponse un petit peu de l'accélérateur, le régulateur de vitesse adaptatif si vous le voulez éco, normal ou sport, et enfin la clim éco ou normal pour plus d'efficacité. Ensuite, on revient sur ce menu une dernière fois, on va parler de tonalité, et là ça vous permet de régler un petit peu le son, donc les graves, les médiums et les aigus. Donc c'est un menu qui, je trouve, est assez complet, et ce n'est pas fini, puisque là vous avez la connectivité, l'assistant Ford et le manuel conducteur, sans oublier la climatisation qu'on va activer, vous le voyez, des embuages, là on choisit les zones, le recyclage à droite, le volant chauffant. Alors franchement, je préfère et de loin la commande sur l'écran tactile, puisque regardez la commande sur le volant, c'est comme ça. C'est vraiment, la sensation est extrêmement désagréable, je trouve. Ensuite, vous avez évidemment la clim au max, minimum. Ici, voilà, la ventilation, la puissance de ventilation. Et on peut aussi choisir d'activer le chauffage du volant en fonction de la température extérieure et aussi le chauffage du siège. D'ailleurs, on va revenir tout de suite en bas avec ici donc la clim bizone, le réglage des sièges chauffants sur 3 niveaux, de nouveau la clim, le recyclage, les zones, la clim auto, des embuages avant, arrière et le siège chauffant pour le passager. On revient donc ici avec deuxième commande en haut à gauche qui vous permet d'accéder à différents menus. Donc la position de l'affichage tête haute, on désactive le VSP, donc l'anti-patinage, le maintien auto, c'est le frein de parking en fait, protection volumétrique si on veut essayer de voler la voiture, l'assistance du conducteur, on l'a vu il y a un instant, et recharger, même chose, ce sont vraiment des raccourcis, tout comme cette commande en haut qui fait intervenir, qui fait apparaître les 4 modes de conduite, et de nouveau ici on sera sur les ADAS. Donc voilà, un menu assez simple, ici vous le voyez c'est splitté en deux. Si vous écoutez de la musique, la recharge, le téléphone en Bluetooth, naturellement la navigation, vous cliquez une fois au milieu, ça apparaît en grand écran. Donc voilà pour cet écran. Ce qui est génial aussi, c'est que ici, vous avez quelques raccourcis, donc les warnings. Il faut vraiment bien appuyer. Ici, ça vous permet d'éteindre cet écran. Je vais la rallumer pour vous montrer ici. Ça, c'est l'aide au stationnement, un raccourci juste ici. Plus bas, vous avez un chargeur par induction à droite et un rangement à gauche. À savoir que ici, vraiment, il vaudra mieux le faire sans la housse de protection de votre téléphone. Ce sera beaucoup plus efficace. Vous avez aussi donc un double porte-gobelet juste ici, là. Et puis, ce que Ford appelle la méga console, ici, vous avez la possibilité d'enlever 2 éléments, même le double porte-gobelet. Et là, vous avez 17 litres de volume de stockage. C'est même compartimentable très, très facilement. Et là, vous pouvez mettre une bouteille d'1,5 litre, un ordinateur ou une tablette, bref, beaucoup, beaucoup de choses. Et naturellement, là, la coudoir de fait n'est pas coulissant. C'est logique.
Voilà pour la partie avant. Je crois que je ne vous ai pas parlé en haut du plafonnier tactile du bouton SOS. Naturellement, vous avez sur la partie droite l'inscription Explorer du côté donc passager. Et puis, au niveau de la boîte à gants, alors celle-ci, elle n'est pas petite, elle est simplement ridicule au regard du gabarit du véhicule. Franchement, bref. Je ne vais pas dire qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir, mais vous aurez compris qu'elle est vraiment, mais alors vraiment toute petite. Et si on ne met pas ça correctement, eh bien, ça ne passe pas. Et en fait, comment ils l'ont mis? Ah oui, voilà. Hop. Non, ça ne passe pas. Bref. Avant de passer à l'arrière, je vais m'attacher à mettre ça correctement. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les places arrière. On passe donc à l'arrière, avec un petit focus le temps que je m'installe sur le siège avant. Alors à l'arrière, sans modifier ma position de conduite, bien entendu, première chose qu'on voit depuis l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de place. L'accessibilité est assez facile. Et là, vraiment, waouh, c'est assez impressionnant. J'ai énormément de place. Petite poche aumônière. Au niveau connectique de prise USB-C, en dessous, vous avez de la ventilation. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un plancher totalement plat, comme vous le voyez ici. C'est super pour voyager à 5. Ça, c'est vraiment top. Vous avez en outre ici la compatibilité avec Isofix et aussi un accoudoir central avec un double porte-gobelet, une trappe qui permet d'accéder directement au coffre qu'on va voir dans un instant. Et vous l'avez vu, j'ai de l'espace donc aux jambes, aux genoux. Bon, évidemment, ça sera plutôt de l'autre côté parce que là, le siège est légèrement avancé. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est l'espace que j'ai au niveau de la tête. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Et d'ailleurs, parfois, il arrive qu'il y ait des sièges découpés au niveau de l'appui-tête pour laisser passer un petit peu de lumière et de vision. Ici, il n'y a rien. Pour autant, la forme ici assez évasée, je trouve, du siège fait que on voit bien. L'habitacle est lumineux. Bon, aujourd'hui, en même temps, on filme avec un soleil magnifique. Mais même lorsque je ferme la portière, par exemple, le fait est que je suis un tout petit peu en hauteur. Donc, on voit vraiment bien ce qui se passe sur les côtés. Et j'ai aussi, même si elle est fumée, un petit peu de lumière qui vient de l'arrière. C'est pas plus mal. Et justement, on va parler maintenant volume de chargement. Le haillon est bien entendu motorisé. Une fois que la banquette arrière est rabattue, vous avez 1455 litres, sans oublier le kit de secours. À gauche, vous avez un petit crochet et surtout une prise 12 volts. Et en dessous du plancher du coffre, vous avez un petit espace, de quoi ranger également le câble de charge. Je trouve que la fermeture du haillon est assez lente. Et vous, qu'en pensez-vous? Il y a 3 versions, 77 kWh en propulsion, 286 chevaux et 545 Nm de couple. Et c'est ce modèle que l'on essaie qui pèse 2090 kg à vide. Deuxième version, 79 kWh, toujours en propulsion, 204 chevaux. Et enfin, la même capacité de batterie, mais cette fois-ci en 4 roues motrices et qui dispose d'une puissance totale de 340 chevaux. Le 0 à 100 est expédié en 6 secondes 4 pour une vitesse maximale de 180 km/h. La batterie de 77 kWh propose une autonomie d'environ 500 km, c'est 572 sur le site officiel du constructeur et 474 sur l'ordinateur de bord lorsque j'ai récupéré le véhicule chargé à 100%. La vitesse de charge permet de passer de 10 à 80% en moins de 30 minutes sur autoroute par exemple, à savoir qu'il est possible d'acheter en option la pompe à chaleur pour 1 200 €. Le préconditionnement de la batterie et de l'habitacle sont possibles. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a très peu d'options, j'en ai compté que 4 sur le configurateur. Et comme je vous le disais il y a un instant, je trouve que c'est une très bonne chose. A contrario, mieux vaudra être patient avec un délai à l'heure où je tourne cette vidéo, soit début octobre, de 6 mois d'attente. La garantie du véhicule est de 2 ans. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. Le nouveau Ford Explorer sera également disponible avec une autonomie standard, donc moins cher d'ici fin 2024. Et à propos de prix, s'il démarre à 44 833 €
en TVA belge. Le modèle essayé s'affiche lui à 53 650 € en prix catalogue et une remise de 3 487 € est appliquée sur une simulation de tarif en ligne. Alors concrètement, une fois qu'on est au volant de ce nouvel Explorer, vision impeccable, on est plutôt bien maintenu, c'est vraiment agréable, on est évidemment légèrement surélevé puisqu'il s'agit d'un SUV. La prise en main du volant, finalement, après pas mal de kilomètres, ça pose pas de problème. Veuillez tourner à droite au feu, suivez la CR 175. Parce que on s'y fait, on s'adapte en fait. Et puis certainement, il y aura évidemment des clients à qui ça ne posera aucun problème par rapport aux habitudes de chacun. Le rayon de braquage aussi, il est vraiment impressionnant pour un véhicule de ce segment. J'ai bien aimé. Je vais vous montrer. Je vais me garer ici. Voilà. Je vais attendre que les véhicules passent et je vais tourner le volant complètement à gauche. Bon, il y a eu ce qui passe, on va attendre que le bus passe. Voilà. Donc complètement à gauche. J'avance un tout petit peu. Voilà. Voilà, évidemment, je vais mordre sur le trottoir et voilà. Ça vous donne une idée. Je vais refaire la même chose. Veuillez faire demi-tour maintenant et continuer à suivre CR 175. Ça, franchement, c'est un bon point. Maintenant, tournez à droite. Le véhicule est, je trouve, aussi très bien insonorisé. Hop, j'active le B sans freiner. Je me décale un petit peu. Voilà. Le B aussi, donc, il est, je trouve, très efficace. Là, je suis en ville. On va se mettre à 50. Gauche, après le passage inférieur, suivez la A13 vers Luxembourg. On est en légère montée, donc je vais attendre d'avoir du plat ou une toute petite descente. Voilà, là, on est en légère, très légère descente. Je relâche la pédale d'accélérateur, je mets le B. 40, 34, 30, bon, je repasse en D quand même. Maintenant, tournez à gauche, suivez la A13 vers Luxembourg. Mode normal, on va se mettre en mode sport pour le démarrage. Veuillez 20 km/h, gaz en grand. 20 km. 60, 66, 74. Je relâche quand même un petit peu ici pour l'entrée d'autoroute. Gaz en grand de nouveau, 80, 90, 100, 110, voilà. 111, c'est 110 ici, donc on va rester à 110. Alors si on appuie de 1 en 1, ça va faire 101, 102. Si on maintient une pression un peu plus longue, 110, voilà. Donc là, évidemment, je laisse faire la voiture. Je ne touche pas le volant volontairement pour voir quand est-ce qu'elle va réagir. Reprenez le contrôle. C'est assez rapide. Vous voyez, elle reste dans sa voie. Reprenez le contrôle en rouge, plus avec alerte sonore. Et là, j'ai quelques coups d'ABS, les warnings qui se mettent en route, plus un signal sonore encore amplifié. Bref, c'est pas mal. J'aurais apprécié que ça soit quand même un tout petit peu plus rapide. Là, ça va être 90, donc le régulateur de vitesse n'est pas mis. Hop, je relâche la pédale d'accélérateur en mode B, en mode D, en mode D, voilà. 90. Je vais réactiver le régulateur juste à la sortie. Voilà. On va le remettre à 110 sans toucher le volant. Je peux régler aussi évidemment 1, 2, 3, 4, 5 niveaux avec le véhicule qui est devant moi. Bon là, je l'ai mis au max, donc ça va ralentir forcément. Je reprends la main en manuel. Alors, on est à l'arrêt. On va mettre le mode sport. Il est déjà sélectionné. Et gaz en grand. On arrivera entre 50 et 80 km/h. Et puis, j'effectuerai un freinage en mettant le pied dedans. C'est
parti. 83, 86. Voilà. Oh, oui, ça freine plutôt très fort. Quelques petits trucs qui se sont fait la malle, qui étaient à l'origine sur le siège passager. Ah, c'est très efficace. 110. Alors concernant l'amortissement, je vais prendre un Dodan à 30 à l'heure, plutôt un ralentisseur on va dire au milieu de la route, qui est rouge, légèrement surélevé. Eh bien, aucun problème. Ça fait pas mal au dos, c'est pas dérangeant de le passer à 30 km/h. Je voulais vous montrer, vous faire écouter un petit peu le son. Voilà. Ça, c'est le son lorsque l'on dépasse la vitesse. Là, j'étais à 34 au lieu de 30. C'est très discret. Je vais même dire agréable. Bref, pas dissuasif. Elle se faufile vraiment hyper facilement dans les petites rues. On active le D, on retire son pied de l'accélérateur. 7 km/h, 6. Bon, il faudra quand même appuyer sur le frein, on n'arrivera pas à l'arrêt complet. On repasse en D, on se met en mode éco avec de réelles différences entre chaque mode de conduite. Pour rappel, il y en a 4. Au niveau du bruit en ville, on est à 52 décibels sur une route disposant d'un excellent revêtement et 57 décibels sur un revêtement ancien et abîmé. C'est également 57 à 80 km/h sur voie rapide et 62 à 110 km/h. Alors en conclusion, je trouve que le design de cet Explorer est joli, même s'il ne ressemble en rien à son prédécesseur. Il partage une plateforme commune, vous l'aurez compris, avec Volkswagen. Ça se voit principalement à l'intérieur. Ensuite, au niveau de la conduite, il est agréable à rouler, malgré quelques bruits de vent que j'ai pu avoir entre 80 et 100 km/h sur voie rapide ou sur autoroute, sans qu'il y ait de vent à l'extérieur. Je veux dire, je fixais des arbres, il y avait absolument rien qui bougeait. Tout ce qui est infodivertissement, c'est hyper réactif. Ça, franchement, c'est un excellent point. Le confort, absolument rien à dire. Les petits côtés pratiques du véhicule, notamment cet espace un petit peu caché derrière l'écran, je trouve que c'est une bonne idée. La boîte à gants aurait mérité quand même d'être un petit peu plus grande. La rétrovision aussi est bonne via le rétro intérieur. Qualité des caméras, comme souvent sur les nouveaux modèles, quel que soit le constructeur, largement améliorable. Le fait qu'il n'y ait que 2 commandes pour les vitres, j'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est une économie de bout de chandelle? Peut-être. Bon, j'imagine que le discours marketing ne sera pas exactement le même si je demande, mais soit. Ensuite, à l'arrière, il y a aussi beaucoup de place, même pour les adultes, pour les grandes personnes, enfin pour les personnes de grande taille plutôt. Après, en termes de consommation, j'étais à une moyenne de 17,2 kWh au 100. Vu le poids et l'aéro, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les ADAS aussi donc les aides à la conduite sont assez efficaces. Tout comme le B pour optimiser la récupération de l'énergie. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, ça marche bien. Ça permet, encore une fois, de recharger un petit peu la batterie et surtout d'économiser les disques et les plaquettes de frein sur le long terme. Si vous avez des questions, comme d'ordinaire, je vous invite à les poser en commentaire, en espérant avoir été le plus exhaustif possible. Si cet essai vous a plu, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Un très grand merci à Ford Belux pour sa confiance et donc le prix du véhicule. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!